etc. Mais en même temps, il y a quelque chose que vous dites dans le livre, je n'ai pas pensé à ça, il y a des phénomènes qui, on pense, sont des modes à un moment donné, comme la responsabilité sociale. Dans les années 90, c'était une mode, on pensait que aujourd'hui, c'est une nécessité absolue, je pense, justement, la responsabilité sociale des entreprises, dans le sens de pouvoir aussi nous vendre des choses beaucoup plus responsables aussi. Ouais. Je ne sais pas si c'est une mode. Enfin, ce qui est une mode, c'est les termes. Ça a été une mode. Ce qui est une mode, c'est le terme qu'on emploie pour désigner les choses. Oui. Donc finalement, développement durable, tout est durable aujourd'hui. Voilà, en France, on adore ça, se prendre la tête sur les mots qu'on utilise. Donc est-ce que durable est la bonne traduction de sustainable? Alors non, il faudrait mieux qu'on dise. Bon, au bout du compte, c'est pas important, parce que ce qui est important, en tout cas, par exemple, sur les entreprises, qu'on appelle ça citoyenneté d'entreprise, qui était le terme des années, fin des années 90, développement durable, responsabilité sociale et environnementale, au bout du compte, c'est la même chose. C'est comment est-ce que l'entreprise est prête à répondre des choix qu'elle fait et des impacts qu'ont ses choix sur la planète, enfin les personnes, la planète, etc. Et comment est-ce que les entreprises acceptent de mesurer leur performance, pas juste en termes économiques, mais en intégrant des éléments sur leur performance, entre guillemets, que ce soit un coût, un bénéfice, social et environnemental. Mais en même temps, il y a quelque chose d'important, et je pense que pas mal des personnes dans les plateaux ici, ils parlent de la même chose, mais d'une façon différente. C'est notre éducation aussi à la publicité, à la communication des entreprises qui peuvent nous vendre beaucoup de choses qui nous font passer pour du développement durable, pour une entreprise responsable, par exemple. Vous citez Monsanto dans les années 90, nous présentez les OGM comme un grand progrès dans le développement durable. Donc, et là, c'est les citoyens européens, surtout, et aussi parfois d'autres continents, qui se sont dit non, c'est pas ça. Et justement, il y a quand même des avancées au niveau de l'éducation et aussi de la formation chez les gens. Oui, mais du coup, vous voyez bien qu'il n'y a pas besoin d'énormément d'éducation. Je ne sais pas s'ils étaient très éduqués, mais ils ont vite compris qu'il y avait une entourloupe. Voilà, c'est ça, oui. Mais donc, ce qui n'empêche pas que, par exemple, en matière de consommation, clairement, le principal... Il y a deux barrages au passage à l'acte, à mon avis, deux freins au passage à l'acte. Parce qu'on regarde les études, c'est génial. 44%, 50% des gens disent qu'ils intègrent les critères socio-environnementaux à leurs actes d'achat. Génial. Alors vous dites, bon, ben, on va regarder les parts de marché effectives des offres alternatives. Et là... on est à 1% ou 2%. Alors vous dites, qu'est-ce qui se passe? Les directions marketing des grands groupes vous disent, ah ben les gens racontent n'importe quoi dans les études. Le paradoxe, c'est que c'est eux qui font toutes leurs décisions sur le même type d'études. Moi, ce que je crois fondamentalement, c'est qu'il y a deux freins. Le premier frein, c'est le manque d'information. C'est-à-dire que, quand bien même vous avez envie et vous êtes prêt à acheter un responsable, je prends un exemple sur les fleurs. Si vous ne savez pas que la moitié des roses aujourd'hui sont importées d'Afrique du Sud par avion, que l'autre moitié vient de Hollande dans des serres chauffées éclairées 24 heures sur 24, ce qui fait qu'en termes de bilan carbone, c'est kiff-kiff, et que vous ne savez pas que l'alternative, ça serait des fleurs locales et de saison, bon bah déjà vous ne le savez pas. Donc là-dessus, si vous le savez, vous allez chez le fleuriste, et vous lui dites, et vous regardez les étiquettes. Bon, manque de peau, sur les fleurs, c'est pas obligatoire, contrairement aux fruits et légumes, donc vous ne pourrez pas le savoir. Là-dessus, vous demandez au vendeur, moi je le fais tous les dimanches, alors, il vous regarde, genre, qu'est-ce que vous avez comme fleurs locales et de saison? Il va vous regarder comme si vous étiez tombé de la lune. Et comme il n'a pas l'info lui-même, il va aller chercher la patronne, qui est celle qui achète à Rungis, et il revient, et en général c'est elle qui revient, d'ailleurs lui il abandonne, en disant... Bon, alors vous avez les chardons et les fleurs de cire, qui est le bouquet que j'ai acheté tout l'hiver parce qu'il n'y avait que ça. Donc, vous voyez, donc premier frein, manque d'information, et deuxième frein, le manque d'offres. Et là, pour le coup, ça renvoie la balle dans le camp des entreprises. Jacques-Olivier, je pense que vous n'êtes pas d'accord sur quelque chose. Non, mais disons que j'ai un petit point de vue un peu différent, et je suis toujours assez méfiant sur une approche très individualiste de la question écologique. Je pense qu'il ne faut pas faire non plus pour les citoyens qui sont aussi des consommateurs, mais avant tout des citoyens, faire que l'acte exactement. Enfin, avant tout, je pense que c'est important qu'ils soient déjà citoyens. Puis ils peuvent être aussi femmes, hommes, enfin bon. C'est de ne pas faire non plus que l'acte d'achat soit vraiment quelque chose de pénible. Moi, je donne toujours un exemple. L'année dernière, ça m'a pris à peu près 5 heures pour faire un achat responsable dans un supermarché parisien pour une somme de 90 €. Sérieusement, quelle femme ou quel homme peut se permettre de perdre autant de temps pour pouvoir s'alimenter normalement sans polluer sa santé avec des phtalates et autres molécules qui sont normalement interdites et sans avoir des produits énergivores? Donc je pense déjà, il ne faut pas trop, je dirais, charger la mule du consommateur. Il y a un des enjeux dans le Grenelle qui nous semblait intéressant en tant qu'ONG, c'est quand même aussi nettoyer le marché d'un ensemble de produits qui n'ont plus rien à faire.
Moi, je ne comprends pas qu'on continue à avoir des produits qui, en classe énergétique, soient surénergivores. Moi, je ne comprends pas qu'on continue de trouver, qu'on dise aux citoyens, vous avez un choix entre un produit qui soit polluant et un produit qui ne soit pas polluant. Le produit polluant, il doit sortir. Je prends un cas bien concret, c'est les voitures. C'est un cas sur lequel on travaille, sur la publicité, au sein de l'Observatoire indépendant de la publicité. Depuis 1999, vous avez une directive qui impose aux constructeurs automobiles de rendre visibles et lisibles les émissions de CO2 et la consommation de carburant. Quelle entreprise, quel constructeur actuellement respecte cette directive européenne qui est passée dans le droit français en 2002? Aucune. Donc ça, voilà, on peut pas quand même... déjà, j'ai envie de dire, un, les pouvoirs publics sanctionnent les constructeurs, et deux, les constructeurs font leur boulot. Je rappelle que l'année dernière, par exemple, les 2 constructeurs français, qui, à côté de ça, pérorent sur les émissions de CO2, sont les 2 qui ont lancé les 4x4. Ce qui vous donne quand même la vision prospective des directions marketing de Renault et Peugeot. Au moment où les Américains les arrêtent. Non, mais ça vous donne... Et on ne peut pas dire après à un consommateur, ah, mon gars, mais il ne faut pas prendre de 4x4. Il est sollicité pour acheter ce genre de produit, qu'en plus on est en situation dans la nature en disant c'est super, regardez... Mais pardonnez-moi, depuis pas mal d'années, beaucoup d'entreprises, surtout automobiles, communiquent toujours sur un argumentaire vert. Comment est-ce qu'on fait la part des choses, nous, justement? D'une certaine façon, je vous ai déjà répondu. Il y a quand même un problème d'absence de sanctions vis-à-vis des entreprises qui utilisent de façon fallacieuse les arguments environnementaux. Il y a un cadre existant. Le problème, c'est que vous demandez à la DGCCRF, dont la Direction Générale de la Consommation et la Répression des Fraudes, de sanctionner, elle ne sanctionne pas. Vous demandez au ministre en charge de la question de la consommation, vous l'interpellez en disant comment se fait-il que les constructeurs continuent à ne pas respecter le cadre existant? Il n'y a rien qui se passe, parce qu'on vous dit, si vous attaquez les constructeurs, vous attaquez l'emploi. Et ça, c'est quand même un problème récurrent qu'on a actuellement avec les entreprises. C'est-à-dire que quand on dit attention crise environnementale, on dit attends, il y a crise sociale, emploi, vous ne pouvez pas y toucher. Mais en même temps, je donne un exemple très concret, je pense que vous en parlez aussi, j'ai lu pas mal d'interviews de vous. Il y a quelques années, ou l'année dernière, il a eu des producteurs de betteraves qui ont fait beaucoup de publicité concernant l'éthanol. C'est en décembre et en mois de juin. Justement, là on est complètement perdu parce qu'on dit vous utilisez l'éthanol, c'est bon pour la planète, mais on oublie beaucoup de choses et les consommateurs ne savent pas quoi faire à ce moment-là. Alors comment est-ce que nous, consommateurs, pouvons justement faire la part des choses, c'est-à-dire qu'est-ce qui est bon pour la planète, ce qui est mauvais pour la planète? Alors là encore, puisque vous évoquez donc la communication de France Bestrave qui a lieu du mois de décembre jusqu'au mois de janvier, le problème c'est qu'on a un système en France d'autorégulation de la publicité qui ne marche pas, que de plus en plus, il y a, je crois que le bilan de l'année dernière de l'autorité de régulation professionnelle de la publicité, dès ils ont regardé 15 000 publicités, il y en a plus de 11%, qui portent sur l'argument environnemental et qu'eux-mêmes ont demandé de faire des modifications auprès des entreprises. Et même s'il y a déjà 11% de cette communication qui a été retoquée, il y en a plein qui passent au travers des mailles. C'est parce que le système de verrouillage et de contrôle de la publicité ne marche pas. On ne peut pas demander comme du consommateur de devenir un super expert en ACV de produits et en empreinte écologique. Déjà, il faudrait que les spécialistes et les pouvoirs publics régulent. Et le problème, et je pense que Corinne sera d'accord avec moi, c'est un problème de régulation. Il faut reconnaître que depuis maintenant 10 ans, la régulation étatique ne marche pas. Donc, les verrous de protection du citoyen ne fonctionnent pas. Je voudrais réagir quand même, parce qu'il se passe beaucoup de choses. Alors, je ne suis pas la régulation étatique, étant plutôt faisant partie d'une agence d'application de politique publique, mais il y a quand même un gros travail, et là le travail auquel vous faites référence, on y participe, donc je suis au courant justement sur quelque part où la vision de toutes les publicités pour faire le point. Alors, ce qu'il y a, c'est que le BVP, enfin l'ex-BVP, ARPP maintenant, n'a un contrôle a priori que sur les publicités de télévision. Donc il ne voit avant que les publicités de télévision. Donc du coup, effectivement, il y en a certaines qui peuvent sortir, que ce soit en affiche ou en journaux, qu'il n'a pas vu avant. Donc, mais quand il y a une affiche qui pose problème, qui est dénoncée, les contacts sont tout de suite pris et elles sont quand même assez rapidement enlevées. Je suis désolé, mais donc ça ne marche. Enfin, objectivement, je comprends bien. C'est pas une situation facile pour l'ADEME, mais globalement, ça marche pas. Non, soyons sérieux. Sur les voitures,
les pubs, elles passent. Hein, il y a le contentieux SAP au niveau européen. On a prévenu l'ADEME à l'époque, c'était votre collègue Yves Lers, qui maintenant dans le jury de déontologie publicitaire, c'est passé. Et lors de la signature de la charte de la communication responsable, l'Union des annonceurs et l'Association des agences conseillères en communication s'est engagée à ce que toute communication, qu'elle soit sur support print ou sur publicité audiovisuelle, comme c'est le cas de fait, puisque le BVP, enfin l'ex-BVP, doit faire le contrôle a priori pour le CSA. Donc que l'ensemble de la prise de parole des entreprises soit vérifié avant par la RPP. C'est la raison pour laquelle vous avez une explosion du copy advice, c'est-à-dire de la vérification avant, et ça passe à travers. Là, le contentieux, il y a donc bioéthanol, on a le jury de déontologie publicitaire d'ailleurs a reconnu qu'on avait raison. Ça aurait été peut-être bien qu'il évite que l'entreprise communique. Le chat machine, ça recommence. Comme une entreprise qui nous explique que ses produits sont formidables alors qu'il n'y a aucun écolabel. Enfin, il y a Skip. Hier, on a mis Skip aussi. On a mis Skip sur l'observatoire en disant on commence avec Skip. Donc je veux dire. On fait pas mal de publicité là. Non, mais ça, c'est des cas concrets. Pour une ménagère au quotidien, c'est-à-dire qu'elle arrive, elle va arriver dans un linéaire, elle voit plein de publicités pour mais justement, c'est ça les problèmes. Et il y a quelque chose qu'on a oublié, parce qu'on parle des consommations, mais on oublie les consommateurs. Il y a des associations de consommateurs, c'est quelque chose d'important. Alors, qu'est-ce qui reste-t-il pour ces gens-là? Je ne vais pas parler pour les associations de consommateurs. Non, mais je voudrais faire le lien. Quelque part, justement, le dernier exemple est intéressant. Parce qu'il y a d'un côté, effectivement, des problèmes en termes... Je ne suis pas sûre que la pub du chat machine soit la pire. Donc, effectivement, on a des problèmes par rapport à la véracité de l'information qui est donnée au niveau de la publicité. Parce qu'on n'a aucun moyen pour pouvoir la contrôler. Et ça, je suis tout à fait d'accord. Et c'est clairement le type de publicité où on dirait qu'ils sont en infraction. Maintenant, ça ne veut pas dire que le produit n'est pas bon. Et alors, vous faisiez le lien avec les labels. Les labels, donc, on participe avec Elisabeth à un guide des labels quelque part pour pouvoir aussi donner des informations au niveau de la crédibilité des labels. C'est très important. Je suis la première à le dire. On promeut régulièrement, nous, les écolabels et on participe à l'élaboration des référentiels. Mais les labels nous donnent seulement des produits d'excellence. Donc, on ne peut pas non plus dire les seuls... Et puis, en plus, c'est une démarche marketing quelque part. Quelque part, il y a des entreprises qui peuvent faire des efforts et qui peuvent faire des choses. Il y en a beaucoup. Nous, on a remarqué qu'au niveau, on a fait une étude sur des retours économiques liés à l'éco-conception. La plupart des entreprises qui font de l'éco-conception ne communiquent pas sur ce point-là. Elles ne choisissent pas de le faire. Alors après, donc, il y a effectivement aujourd'hui, on entend beaucoup parler de greenwashing, ce qui est vrai. Hein, je nie pas le problème sur le problème du greenwashing, mais il y a aussi des gens qui font des choses et qui n'ont pas de label pour le dire. Et donc il y a quand même des démarches qui sont vertueuses et qui vont dans le bon sens. En fait, ce qui m'a dérangé... Pardonnez-moi, Christine, vous venez de parler d'éco-conception. C'est quelque chose qu'il faudrait peut-être expliquer. Parce que vous dites, l'éco-conception et la consommation vont ensemble. D'abord, je voudrais que nous expliquiez qu'est-ce qui est pour vous l'éco-conception et pourquoi ça va ensemble avec la consommation. Oui, et puis en plus, justement, j'ai entendu une tonalité en plus qui m'a un peu surprise. Alors, j'espérais que mon livre soit positif, mais justement là, j'entends une tonalité un peu négative, alors que moi, j'ai l'impression qu'il y a quand même plein de choses qui vont dans le bon sens. Et je voudrais pas qu'on laisse une tonalité négative dans le sens où, alors l'éco-conception, c'est quoi? C'est tout simplement dire à quelqu'un qui conçoit un produit, il faut se poser la question dès le début, dès maintenant, quand vous vous posez la question de quel produit je vais faire, quels sont les impacts environnementaux de mon produit. Sur l'ensemble du cycle de vie, par rapport au choix des matières premières et donc le traitement des matières premières, par rapport à la fabrication, donc la transformation, les émissions, etc., par rapport au transport, donc le choix de mes fournisseurs, par rapport à la phase d'utilisation aussi, donc les consommations d'énergie, consommation d'eau, etc., et puis donc la fin de vie du produit. Donc c'est vraiment l'ensemble du cycle de vie, c'est tous les impacts environnementaux, donc c'est se poser les bonnes questions au bon moment. Et c'est vrai que nous, on voit quand même de plus en plus de démarches d'éco-conception. Ils ne communiquent pas toujours dessus parce que, bon, après, ça renvoie justement à des arguments marketing quelque part. C'est qu'est-ce qu'on a envie de mettre en avant, qu'est-ce qu'on n'a pas envie de mettre en avant, et il faut voir. Et le consommateur n'est pas toujours informé. Tout à l'heure, vous parliez, vous avez souligné le paradoxe quelque part du pouvoir d'achat et d'une démarche vertueuse, donc en période de crise.
Moi, je tiens à dire, et je le répète partout, et je l'ai refait, enfin, mon président l'a redit ce matin, sur le fait que des produits plus vertueux ne sont pas nécessairement plus chers. Je veux dire, il faut le dire aussi. Par exemple. Par exemple, mais c'est quelque chose qu'on a vraiment dans la tête, enfin, qui est un poncif. Ils sont pas... C'est rarement les premiers prix, ça je vous l'accorde. Aujourd'hui, on parle toujours du premier prix, etc. C'est rarement le premier prix. Par contre, il est au milieu de la gamme. Et pourquoi? Une démarche justement d'éco-conception, qu'est-ce que ça veut dire en général? Si je me pose des questions sur les impacts environnementaux, je vais réduire mes consommations de matière, je vais réduire mes consommations d'énergie, je vais réduire des tas de choses qui vont faire que je vais réduire mes coûts. Et justement, sur cette étude qu'on a faite, on s'est rendu compte que la plupart réduisaient les coûts et faisaient du profit. Donc, elles ne le font pas par vertu, elles le font parce qu'elles y voient un intérêt bien compris et il n'y a aucune raison que les prix soient plus chers. D'ailleurs, justement, il y a beaucoup de produits qui ont des certifications, pour le coup tout à fait officielles, qui sont dans des gammes de prix au milieu du linéaire, quoi. C'est pas le premier prix, c'est loin d'être le prix le plus cher. Donc, c'est pas... Je suis très d'accord sur le fait qu'on a besoin de plus d'informations. Alors, d'informations simples. Donc, parce que dans les labels, on peut se perdre aussi dans les labels. Il y a tellement de labels, des choses comme ça, on ne sait pas à quel label il faut se fier aujourd'hui. Absolument. Donc ça c'est clair. Donc c'est aussi pour ça que le guide des labels sera bienvenu. Il suffira pas à aider le consommateur, je dirais, non informé à se repérer tout de suite dans le magasin. Donc il va y avoir une grande campagne de communication mettant en avant les écolabels que nous, enfin, auxquels on participe. Déjà pour qu'ils soient plus connus, parce que les écolabels qu'on dit officiels ne sont pas reconnus par plus de 17%, je crois, de la population. Donc ils sont assez mal connus, donc déjà les faire connaître c'est un premier pas. Et donc il y a pour moi une grande avancée du Grenelle de l'environnement à laquelle on est directement impliqué, qui est justement l'obligation à venir à partir du 1er janvier 2011 d'avoir une information sur les impacts environnementaux des produits. Donc ça permettra, alors ça ne permettra pas de gagner du temps dans ces courses quand on se pose des questions, c'est vrai, mais je pense que cet argument du temps, c'est un peu comme l'argument du prix. C'est des arguments qui reviennent toujours, hein, qui sont vrais, mais un consommateur fait en permanence un choix multicritère. Il ne s'aligne pas que sur le prix, sinon on n'aurait qu'un produit en rayon. Et alors quand on voit, je sais pas, un linéaire de supermarché sur des yaourts, ça fait peur, quoi. Donc ça veut dire qu'on regarde le prix, on regarde le goût, on regarde la marque, on regarde la couleur, je sais pas. Et en fait, c'est un choix inconscient, multicritère en permanence. Moi, ce que je veux, c'est rajouter un élément qui va être inconscient et qui va s'intégrer petit à petit dans le paysage du consommateur. Petit à petit, il ne va pas le comprendre tout de suite. C'est pas tout de suite. On l'a vu d'ailleurs sur les pilotes qui ont été faits avec les émissions de CO2, ça n'a pas bouleversé la structure du caddie moyen du consommateur. Maintenant, petit à petit, c'est quelque chose qui va rentrer dans son paysage et qui va être intégré. Corinne, oui, moi je voulais plusieurs choses à dire, mais revenir sur ce que disait Jacques Olivier. Je suis entièrement d'accord avec lui. Je faisais partie de ceux qui, il y a voici 1 an et demi ou 2 ans, ont milité pour une autorité indépendante pour la publicité. Nous savons très bien pour quelle raison on ne l'a pas eu. C'est parce que des lobbies extrêmement puissants, relayés par des fondations non moins puissantes, s'y sont opposés, hein, pour dire les choses extrêmement nettement, mais c'est la vérité. Les codes de bonne conduite, écoutez, on a suffisamment d'exemples pour voir que c'est complètement bidon, que ça ne marche pas. Et voilà, l'autorégulation, moi je n'y crois pas, un quart de dixième de seconde. Alors c'est vrai qu'il y a des choses trop grosses, je dirais, qui passent à l'as, qui sont enlevés, mais la police n'est pas sérieusement faite. Alors c'est grave. Pourquoi est-ce que c'est grave? C'est grave pour 2 raisons. En dehors du fait que c'est pas bien, en dehors de la question morale. C'est grave pour 2 raisons. La première, c'est que c'est absolument pas juste par rapport à ceux qui, eux, font des efforts. Et très franchement, quand vous vous décarcassez pour faire un produit qui vraiment répond à ce qu'on peut faire de mieux, et que vous voyez des gens qui ont beaucoup de moyens financiers, qui se tapent une pub d'enfer pour dire quelque chose qui est complètement à côté, qui est complètement faux, c'est franchement très démotivant. Ça, c'est la première chose. La deuxième, pour une raison qui rejoint la première partie de notre propos. Et je ne sais plus si c'est Elisabeth ou Jacques Olivier qui disait emploi et environnement, enfin grosso modo, voilà. Or, qu'est-ce qu'on voit aujourd'hui?
on voit précisément que beaucoup d'entreprises, de salariés tout au moins, qui sont dans la difficulté et qui vont être licenciés, le sont précisément parce que les entreprises auxquelles ils appartiennent ont fait ces choix débiles, pour lesquels ils n'y peuvent rien, mais rien du tout. Mais ils en sont les victimes. Autrement dit, d'aider les entreprises à rester dans des systèmes dans lesquels ils ne respectent absolument pas les normes environnementales et les normes sociales, c'est les condamner à terme à mettre la clé sous le paillasson. C'est-à-dire que non seulement c'est faux de dire que prendre en considération ces éléments, ça va contre l'emploi, mais en plus, ne pas les prendre va, lui, effectivement contre l'emploi. Et pour actuellement voir beaucoup de gens qui sont licenciés pour des raisons diverses et variées, notamment dans le secteur automobile et des sous-traitants de l'automobile, plus précisément, ben c'est une évidence. Si vous allez me dire, on ne refait pas l'histoire. Mais si le lobby des constructeurs automobiles, aidé puissamment par le lobby pétrolier, n'avait pas depuis 15 ans plombé tout effort en faveur de véhicules propres, n'avait pas encouragé les 4x4, les véhicules les plus puissants, les véhicules les plus lourds, etc., etc., eh bien aujourd'hui, l'industrie automobile ne serait pas en dépôt de bilan.